Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, dans beaucoup de pays africains, l'économie est prise au piège par les institutions publiques. Alors pourquoi je l'ai dit? Je pense que vous le savez très bien que la majorité des économies africaines sont les économies les moins avancées du monde. Or, dans une économie moins avancée, ben, qu'est-ce qui se passe? La plupart des problèmes tournent autour des finances. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de finances qui puissent permettre à l'État de pouvoir mener à bien ses interventions, de mener à bien ses actions, bref, de remplir effectivement ou correctement sa mission d'intérêt général. Et donc, les trésors publics se contentent juste de quelques espèces, de quelques moyens financiers qui sont mobilisés par des régies financières au niveau intérieur, et puis avec la faible production, etc. Donc bref, il n'y a pas suffisamment de finances pour permettre à l'État de mener à bien son action au niveau intérieur. Or, lorsque j'ai dit que l'économie et les économies africaines sont prises au piège par les institutions publiques, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans une économie, prenons même les cas de nos ménages, ça veut dire lorsqu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que notre consommation, notre façon de vivre, bref, notre quotidien sera adapté à notre volume de finances. Nous allons faire un effort de pouvoir adapter notre vie, notre quotidien aux moyens financiers que nous disposons. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'État, au niveau des États africains. Ça veut dire quoi? Les institutions publiques absorbent une grosse partie des finances qui sont mobilisées par l'économie. Ça veut dire que ces moyens financiers ne sont pas abondants, ils ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins fondamentaux de l'ensemble de la société. Mais malheureusement, une bonne partie de ces finances-là est absorbée par les institutions publiques. Je ne vais pas aller trop loin, je vais par le fait. Je prends le cas de la République démocratique du Congo. Très souvent, les budgets annuels du pouvoir central, okay, pas les budgets de l'État congolais, mais les budgets du pouvoir central, généralement, tournent autour de 7 milliards, 8 milliards à titre prévisionnel. Mais à titre d'exécution effective, généralement, c'est autour de 4 milliards, 4 milliards 500 millions ou bien 5 milliards au maximum. Donc vous voyez que déjà au niveau du pouvoir central, ça ne représente pas un gros lot. C'est vraiment insuffisant. C'est-à-dire que pour un État à la tête de la République du Congo, le pouvoir central peut avoir comme budget prévisionnel ou budget est concrètement réalisé autour de 4 milliards, 5 milliards, c'est trop peu. Mais maintenant, allons maintenant du côté des institutions. Ça veut dire que vous voyez juste la part qui est affectée aux institutions et vous allez voir vous-même ce que ça représente. Vous voyez par exemple le cas du président de la République. Lorsque vous prenez le président, la liste civile du président de la République avec tous les avantages, bon, ça on peut comprendre, là c'est un chef de l'État. Mais sur le plan de la réalité, parce que si nous sommes dans une logique de serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers, on peut quand même enlever certains avantages qui ne sont pas vraiment, qui ne vont pas vraiment pénaliser en tout cas les chefs de l'État à mener sa vie normalement comme chef de l'État. Prenez le chef de l'État, prenez les déplacements du président de la République au niveau intérieur. Déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Vous voyez, même les chariots automobiles du chef de l'État, mais des présidents de la République, ça coûte beaucoup d'argent. Tous ces gens-là, toutes ces délégations qui déplacent avec lui, déjà au niveau intérieur. Si déjà au niveau intérieur, ça coûte beaucoup d'argent, a fortiori à l'extérieur, ces voyages à l'extérieur, ça coûte encore énormément au trésor public. Mais vous savez que les présidents de la République en Afrique ne travaillent pas seuls. Ils ont des cabinets avec beaucoup de conseillers. La plupart des chefs d'État en Afrique ont, en tout cas si c'est peu, c'est 15 conseillers. Il y en a qui vont jusqu'à 20, 25, voire jusqu'à 30 conseillers au niveau du président de la République. Et dans la plupart de ces pays africains, les conseillers occupent les rangs des ministres. Ça veut dire qu'ils ont à peu près les mêmes avantages que les ministres du gouvernement. Or, chaque conseiller doit avoir une petite équipe de travail ou un petit cabinet. Ça veut dire qu'il doit avoir des collaborateurs qui vont lui permettre justement de pouvoir travailler parce qu'il peut mener les actions sur l'ensemble du territoire seul. Il doit avoir une petite équipe de travail. Vous voyez maintenant les avantages liés aux conseillers à leurs équipes de travail. Bon, prenons maintenant l'administration de la présidence. Allons maintenant au niveau du Parlement. Nous avons pas pour le cas de la RDC un Parlement qui est bicaméral. Donc vous avez d'une part le Sénat, d'autre part vous avez l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsque vous allez du point de vue de rôle, les deux chambres remplissent à peu près le même rôle. Ce sont les autorités budgétaires, ce sont ces deux chambres qui votent les lois, etc. Or, allons maintenant dans les faits. Pour vous démontrer à suffisance qu'il devrait normalement avoir un Parlement monocaméral, ça veut dire qu'il y ait juste l'Assemblée nationale. Parce que la fonction qui remplit l'Assemblée nationale, c'est la même fonction qui remplit le Sénat. D'ailleurs, lorsqu'on va plus loin, c'est la fonction de l'Assemblée nationale qui est plus importante et prédominante sur la fonction du Sénat.
C'est-à-dire que lorsque une loi est votée au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, cette loi est renvoyée en seconde lecture au niveau du Sénat. Lorsque les deux chambres ne sont pas en commun accord, eh qu'est-ce qui se passe? On met en place une commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire n'arrive pas à mettre ensemble, à rassembler les points de convergence entre les deux chambres, et qu'est-ce qui se passe? C'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui va primer sur le point de vue du Sénat. Donc la loi va passer. Alors pourquoi le Sénat va continuer à exister? Or, lorsque vous prenez le Sénat avec 108 sénateurs, vous prenez l'administration, vous prenez les bureaux, c'est une enveloppe colossale pour les trésors publics. Vous prenez l'Assemblée nationale elle-même. Nous avons un pays qui a 145 territoires, 26 provinces. Nous avons une Assemblée nationale qui a 500 députés. Prenez les assistants parlementaires, prenez le bureau, prenez l'administration. Vous voyez l'enveloppe que ça représente? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous ayons 500 députés et que nous ayons des assistants parlementaires? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous ayons justement ces nombres-là des représentants nationaux? Alors que nous avons 26 provinces et puis nous avons 145 territoires. Alors, allons au niveau du gouvernement. Vous avez le gouvernement, la plupart des gouvernements en Afrique ont des ministres, en tout cas si c'est moins, c'est 20. Alors, il y a des gouvernements qui vont jusqu'à 30, 40, 50, voire 60 ministres, comme c'est le cas dans certains pays, surtout de l'Afrique centrale. Alors, vous avez un gouvernement, prenons le cas de 40 ministres. Vous avez à peu près une vingtaine de vice-ministres. Prenez le premier ministre, prenez les vice-premiers ministres. Prenez les administrations, les cabinets plutôt, les cabinets de ces ministres. Vous voyez l'enveloppe que ça représente? Prenez les charrois automobiles de ces ministres. Parce que généralement, ces charrois, ce sont des cortèges qui s'étendent sur des longues colonnes, hein, des dizaines de véhicules, etc. Et à forte consommation de carburant. Et généralement, ce sont des jeeps qui coûtent cher, des jeeps dernier cri. Vous voyez? Alors, tout ça, lorsque vous analysez, vous allez vous rendre compte que ça coûte. C'est une enveloppe colossale. On n'économise pas suffisamment de moyens. On ne sait pas vivre sur base de nos moyens. On vit comme si on avait suffisamment de moyens. Alors que lorsqu'on analyse dans la profondeur, lorsqu'on fait un contrôle des trésors, on se rend compte que les trésors publics n'ont pas suffisamment de moyens et qu'on devrait vivre de façon à ce que l'on puisse adapter, n'est-ce pas, notre quotidien à notre capacité financière, à nos finances, à notre capacité de mobilisation. Alors, que nous mobilisions suffisamment ou insuffisamment, mais nous continuons à mener à peu près le même rythme, à peu près le même style de vie, alors qu'on devrait s'adapter au rythme de la caisse. Vous prenez les provinces, nous avons 26 provinces, 26 gouverneurs, vous avez 26 assemblées provinciales. Vous voyez ce que ça représente en termes de budget? Vous voyez ce que ça représente en termes de finances? C'est-à-dire qu'on ne sait pas économiser suffisamment, mais on veut amorcer la dynamique d'émergence. On veut amorcer la dynamique du développement. Mais comment on va se développer lorsqu'on ne sait pas gérer les finances? Alors, on devrait justement adapter les styles de vie. Les institutions, on devrait réduire un tout petit peu le train de vie des institutions. Alors, cela ne va pas pénaliser le fonctionnement normal de l'État. Je ne pense pas. Parce qu'il y a certains avantages qui ne sont pas vraiment utiles, qui ne sont pas vraiment importants, qui même si on les réduisait aujourd'hui, on les supprimait, ça ne va pas pénaliser les chefs des corps, ça ne va pas pénaliser les institutions de la République. Donc, on devrait faire un effort de pouvoir économiser le peu que nous avons. Parce qu'on veut atteindre la dynamique du développement, mais le peu que nous avons là, nous n'arrivons même pas à les gérer, à bien l'économiser. Maintenant, comment est-ce que nous allons gérer les gros moyens, les grosses finances? Ça sera impossible. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que les économies africaines sont prises au piège par les institutions publiques. Donc voilà la petite séquence que j'avais à partager aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'insérer le pouce bleu. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup, ça nous encourage beaucoup à travailler encore davantage pour vous servir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.